pense qu'il serait peut-être même envisagé d'aller rejoindre De Gaulle à Londres, parce qu'à ce moment-là, mais quand même, nous étions une famille nombreuse, on était quand même 15 à la, 15 à la maison, bien sûr. Les nourrir. Et au fond, d'emblée, je pense, il a donc... oui, on ne rentre pas dans la résistance comme ça, de dire dans le mouvement, ça s'est fait petit à petit. Parce qu'il y avait rien. La seule chose, c'est qu'à Roquefort, quand même, il a accueilli des documents de l'armée, dans les caves, dans les environs, à Tindic, je crois, cachés. Je crois même qu'il y avait des tableaux du Louvre qui ont été mis à l'abri. Ah oui, c'est période. Parce qu'il était en contact avec René Courtin, qui est un de nos co-réligionnaires, et il y avait Tedjen aussi, Henri Tedjen, qui était à Montpellier. Les deux étaient à Montpellier, donc c'était formation de combat, c'était le combat. Et lui, il est rentré dans le mouvement de l'AS, c'est-à-dire l'armée secrète. Je pense que c'était ses qualités d'officier qui ont fait qu'il a pris, donc on lui a demandé, donc c'était en 41, en 42, je crois que c'est donc de devenir le chef de la résistance de l'armée secrète en Aveyron. Jusqu'à Noël 43. Jusqu'à Noël 43, nous ne savons rien de cet engagement concret dans la résistance. Parce qu'à ce moment-là, c'était entendu qu'il fallait top secret, même au sein des familles, parce qu'on ne sait pas ce qui pouvait arriver. Mais c'est sûr que la Gestapo était assez trousse, et j'allais dire encore pire encore, si j'ose dire, parce que ce qui est pire, c'est que c'était la milice française qui était dirigée par l'intendant Marty, Pierre Marty, féroce, qui essayait de détruire complètement la résistance. Et lui, il était le chef des maquis militaires. Préparant. C'était l'AS, oui, c'est ça. Voilà. Donc on attendait, comme tous les maquis en France, attendaient de recevoir des armes par parachutage. C'est surtout à partir de janvier que ces parachutages ont commencé à arriver. Janvier 44. Donc c'était. Mais avant, il y avait donc des petits groupes qui se préparaient. Mais ils étaient très peu armés. Très peu armés. Et il y a eu la tragédie du pas de l'Escalette. Alors il y a eu la tragédie, il y a eu plusieurs tragédies. 24 jeunes. 24 jeunes, c'était donc sur le Larzac. Peut-être y a eu-il une imprudence à ce moment-là, c'est difficile à dire. Mais ça c'était en août, ça fait le 17 août 1944. Et 3 jours après, le même jour, à Rodez, le fameux massacre aussi de Sainte-Radegonde. Et oui, qui a été terrible. Même la veille du jour où la Gestapo est partie, Sainte-Radegonde reste pour nous terrible. Il était en lien avec les maquis de Lozère, du Malzieu, alors, il était... Jacques Monod. Alors, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai qu'à partir de janvier, il avait aussi la Lozère. Donc, ça a été à partir de la Lozère. Donc, il avait l'Aveyron et la Lozère. Nous avons dû, quelques jours avant, il avait téléphoné à mon oncle pour me dire qu'il fallait que les enfants quittent le Chambon. Donc, nous avons quitté le Chambon nuitamment. Et on est allé chez ma sœur aînée, qui habitait Pérol en Provence. Et là, comme faisaient souvent mes parents, on a partagé, pour éviter les risques, on a partagé le groupe d'enfants, les garçons, en deux. Donc il y en a deux, les jumeaux, sont restés auprès de ma sœur aînée. Et les 3 autres, c'est-à-dire mon frère aîné et mon plus jeune frère, Pierre donc, et Alain, avec moi, et ma mère, qui était venue nous chercher à Pérol, on est reparti sur Requista. Et là, nous étions cachés pendant 3 mois. Et c'est à ce moment-là, donc, quand nous sommes arrivés à Requista, qu'une semaine après, nous avons aperçu notre père. C'était la dernière fois. Et 3 jours après, il a été pris. Et nous ne l'avons pas su tout de suite, il a fallu attendre 3 jours avant que nous le sachions. Mais c'était évidemment un coup très dur. Tragique. Très tragique à ce moment-là, parce qu'on savait que c'était extrêmement dur. 2 mois avant, il y avait eu le drame de l'assassinat d'Alfred Merle à Millau, où il avait été affreusement
torturé. Et finalement étouffé. C'était... Et mon père a voué une grande admiration pour cet homme, pour Alfred Meyer. Et ton père donc a été arrêté, torturé pendant 3 semaines à Rodez, et ensuite envoyé à Montpellier. À Montpellier. Il était ici à Montpellier à ce qu'on appelle la 32e, c'était la caserne, la 32e, là, sur le cours Gambetta. Mais la villa où étaient torturés les Gris, c'est ce qu'on appelle la villa des Rosiers. Alors à Rodez, c'était aussi, c'était curieux ces noms. Ouais. Chaque fois c'était des noms, les Roses. Ouais. C'était la villa des Roses, et là c'était ici à Montpellier, c'était la villa des Rosiers. Et ensuite il a été envoyé à Buchenwald. Alors il a été envoyé en Buchenwald. C'est vrai que lorsque nous avons appris, parce qu'on fusille à tour de bras ici à Montpellier, fin juin, début juillet, nous vions qu'on tremblait à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de nouvelles, mais on savait tout simplement que ici, à 10 km de Montpellier, tous ceux qui étaient dans les prisons étaient fusillés à tour de bras. Sauf ceux qui partaient pour la déportation. Et mon père donc a été désigné pour la déportation. Le dernier témoignage qu'on avait eu, c'est que quelqu'un l'a vu, là, à la gare de Montpellier, enchaîné avec un autre. Nous avons appris que c'était le colonel Lemaire, qui était aussi dans la résistance. Et de là, ils ont été envoyés à Royal-Lieu, à Compiègne. Et en principe, on approchait donc du débarquement des Alliés en Provence. Et il était entendu que le train dans lequel ils avaient été embarqués ne devait pas partir. Et quand même, il est parti. Et à Reims, le train, il avançait, reculait, et puis finalement, il est parti contre ce qui avait été décidé entre le consul de Suède, Nordling, je crois que ça s'appelait, et le commandant de la place de Paris. Et il est parti. C'était le dernier train, ce qu'on appelle les trains de la mort. C'était terrible. Mais nous n'avions aucune nouvelle, nous n'avons rien su là-dessus. Et on nous disait, les prisonniers politiques bénéficient d'un régime spécial plutôt meilleur que les prisonniers. Parce que ce sont des prisonniers politiques. On a cru ça pendant longtemps. Et alors, ce qui nous rassurait, c'est qu'il n'était plus maintenant M. Fréchet, c'était un numéro. Alors, numéro, peut-être il avait plus de chance. Il est arrivé à Buchenwald 4 jours après. C'est le jour où il y a eu les bombes qui sont tombées sur Buchenwald par les Alliés, et le fameux arbre où se venait méditer Goethe a été donc détruit, et on disait que le jour où cet arbre serait détruit, l'Allemagne capote. Mais tout ça, au fond, on ne le savait pas, à ce moment-là. On ne savait pas tout ça. Donc on a vécu comme pendant des mois dans l'illusion que finalement la situation peut-être était moins mauvaise que quand il était en France entre les mains de la Gestapo. Mais nous avons eu une première révélation, c'est au mois de février, lorsqu'un déporté est revenu, et ça dans ma tête c'était un prêtre, mais je me suis renseigné ici auprès de... Je suis allé à l'évêché, j'ai interrogé. Non, il n'y avait que je me souvenais que de l'abbé Parguel. Mais l'abbé Parguel n'est revenu qu'au mois de mai. Or là, c'était du mois de février. Donc je pense qu'ils étaient peut-être pas forcément un prêtre finalement, mais un prisonnier qui avait dû être libéré par les troupes soviétiques. Et il avait rassemblé les familles de déportés, et il nous avait dit cette phrase qui me reste toujours dans la tête: ne vous attendez pas à revoir les vôtres. Ça dépasse l'imagination.